Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose Sport et Cancer. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2019, je sors à l'instant d'un rendez-vous avec ma gastro-entérologue pour faire ma coloscopie de contrôle à T plus 16 mois après mon opération. Et donc, heureusement, soyons contents, coloscopie totale normale, officiellement, aucun polype. Et même ma gastro-entérologue, alors peut-être sur le ton de la boutade, mais voilà, me disait qu'elle avait justement revérifié 2 fois parce qu'elle était un petit peu surprise au sens où j'ai une fâcheuse tendance à faire des polypes, des petits polypes festonnés, c'est-à-dire des polypes qui sont collés à la paroi et qui ne sont pas forcément faciles à déceler, et qu'elle avait donc fait attention à bien vérifier tout ça et qu'elle n'avait absolument rien trouvé. Donc évidemment, grande satisfaction pour moi, un signal fort et dans le sens positif. Donc voilà, un certain soulagement, j'étais pas spécialement inquiet, je me doutais bien qu'en un an, enfin même pas un an d'ailleurs, ça faisait 10 mois avant ma précédente coloscopie, il n'y allait pas y avoir une tumeur cancéreuse foudroyante qui aurait pu se développer. Mais voilà, quand ça fait encore 10 mois de plus qu'on s'investit dans un régime un petit peu contraignant, reconnaissons-le, on espère en tout cas avoir des résultats. Bon, alors je reprends quand même vite fait pour ceux qui n'auraient pas suivi le déroulé. Le 13 mars 2018, première coloscopie à l'âge de 34 ans pour moi, suite à simplement des problèmes de constipation et sachant que j'ai des forts antécédents familiaux de cancer du côlon, donc par prudence j'avais décidé de vérifier, j'étais absolument pas inquiet et aucun de mes médecins n'était inquiet. Manque de peau, une tumeur cancéreuse et toute une flopée de polypes. Donc le 17 avril 2018 je suis opéré, on m'enlève la moitié du côlon droit. Et en fait, alors j'avais déjà commencé un petit peu à travailler sur le régime cétogène dans l'intervalle entre le mois de mars et le mois d'avril, mais j'ai vraiment sérieusement commencé le régime cétogène, on va dire le 22 avril, en sortant de l'hôpital, du centre d'ailleurs Léon Bérard à Lyon, où j'ai été opéré. Première du coup coloscopie de contrôle le 6 novembre 2018, je regarde en même temps. Donc là, on m'a enlevé en fait parce qu'en fait, quand elle avait fait sa première coloscopie, elle n'avait pas pu tout enlever des polypes. Il y en avait certains, elle n'avait pas eu le temps de les enlever. Donc il en restait 3,5 entre guillemets, c'est-à-dire 3 sûrs et un truc qui semblait ressembler à un polype en développement. Et donc à T plus 6 mois, donc le 6 novembre, puisque j'avais posé la question, ma gastro-entérologue m'a dit avec beaucoup de prudence que de son point de vue, il était possible que ces polypes-là, ils aient légèrement diminué en taille. En tout cas, le demi-polype, il n'a jamais été retrouvé. Et les 3 autres, a priori, il avait peut-être légèrement diminué en taille. Mais vous connaissez les médecins peut-être mieux que moi. Ils sont toujours très prudents. Et avant qu'ils crient au miracle, il faut s'accrocher. Bon. En tout cas, il restait les 3 polypes. Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient toujours là. Et elle les avait enlevés. Et donc là, maintenant, on est à T plus 16 mois après le début de mon régime cétogène. Et donc là... plus rien, en tout cas, aucun nouveau polype. Donc, pour moi, effectivement, ça m'incite à poursuivre, à continuer sur cette piste-là. Alors après, je vous mentirai pas, je m'interroge quand même sur qu'est-ce que je dois faire pour la suite. Est-ce que je dois rester vraiment sur un régime cétogène strict, sachant que j'aurai encore une coloscopie dans un an, pour avoir un signal encore plus net? Est-ce que je dois commencer à essayer d'explorer un petit peu les limites du cadre? Parce que si ça se trouve, si je faisais simplement, je sais pas, un jour de jeûne par semaine, ça suffirait largement à me protéger. Donc ça serait quand même beaucoup moins contraignant pour moi. Voilà, honnêtement, je ne sais pas. Je pense à la fois à moi parce qu'il faut que ce soit un peu moins contraignant pour moi et puis pour ma famille. Et puis je pense aussi du coup à mes filles. Puisque je me dis si malheureusement elles héritent un petit peu de mes faiblesses face à cette maladie-là, c'est déjà très bien si je peux leur dire bon, avec un régime cétogène tu seras à l'abri, mais si j'avais un truc un peu plus light, un peu plus sympa à leur proposer, je pense que ça leur ferait plaisir. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais éventuellement explorer les limites du cadre. Pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais enfin en tout cas je sais que je veux poursuivre sur cette piste-là globale de la théorie métabolique sur le cancer, sur le travail, sur comment dirais-je, améliorer les quantités, le bon fonctionnement des mitochondries. Je trouve que vraiment là il y a vraiment une piste à creuser. Après, juste pour la discussion comme ça, c'est vrai que j'ai échangé avec ma gastro-entérologue sur ce sujet-là. Alors elle, évidemment, elle est toujours
comme beaucoup de médecins, ils sont ni pour ni contre, ils sont très prudents. Ça fait longtemps qu'ils entendent ce type de message sur un certain nombre de sujets. Elle parlait elle aussi, elle me dit voilà, sur le jeûne, ça fait longtemps aussi que j'entends parler. Et effectivement, de toute façon, le jeûne et le régime cétogène, ce sont deux choses différentes. C'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, c'est pas tout à fait les mêmes effets. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses en commun dans les impacts sur le métabolisme. Et ça serait logique qu'ils aient un peu des effets concomitants sur ce type de cancer. Voilà, mais ce qu'on disait de notre échange, c'est que déjà, effectivement, le premier problème, c'est que. Enfin, il y a deux problèmes majeurs. Enfin, il y a plein de problèmes, mais on va dire les deux qui me sautent aux yeux comme ça, c'est déjà un. Imaginez les scientifiques qui veulent bosser sur cette théorie métabolique-là et sur le régime cétogène et sur le jeûne. La science, ça coûte cher, il faut des financements. C'est pas du complotisme que je veux dire, c'est juste, voilà, faut être réaliste. Faire des recherches comme ça coûte cher. Et qui veut s'amuser à financer des recherches qui, au final, n'aboutiront à rien de vendable. C'est-à-dire que, évidemment, un chercheur qui s'intéresse justement plutôt aux théories génétiques qui ont encore la prépondérance dans le milieu médical, si ça aboutit sur des thérapies génétiques, sur de l'immunothérapie, sur des traitements qui vont coûter plusieurs centaines de millions d'euros, enfin centaines de milliers d'euros, pardon, pour un patient, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup plus de facilité à trouver des financements, notamment au niveau des laboratoires privés, parce qu'il y a des brevets à déposer, etc. Déjà, ensuite, ceux qui veulent s'intéresser, je pense par exemple, je regardais des vidéos de Laurent Schwartz récemment, à des molécules connues depuis longtemps et qui, de toute façon, il n'y aura pas de brevet déposable. Déjà, ça intéresse beaucoup moins de gens, mais alors après, sur des régimes cétogènes ou du jeûne où il n'y a absolument rien à vendre, voilà, c'est clair que ça intéresse personne et c'est pas les États avec les moyens qu'ils ont actuellement, même s'ils sont censés quand même essayer de nous défendre. On voit que c'est pas forcément évident, au moins, on peut dire ça comme ça. Qui vont financer ce genre de recherche. Et donc on voit à quel point ça risque de ne pas avancer. Et le deuxième point que j'aimerais dire, c'est effectivement le fait que quand vous avez des médocs, quand vous avez des molécules, des machins, voilà, vous pouvez très facilement mettre en place des protocoles en double aveugle et assez robustes statistiquement. Voilà, c'est assez facile de faire des protocoles qui vont donner des résultats qui vont être facilement acceptés par l'ensemble de la communauté scientifique. Vous voulez faire une étude sur le jeûne ou sur le régime cétogène, mais c'est mort, c'est même pas la peine. Je veux dire, déjà, il faut trouver des gens qui soient candidats, et puis après, de toute façon, les médecins vous suivront pas parce que pour l'instant vous n'avez pas assez d'assises, justement pas assez de résultats. Et puis derrière, vous pouvez pas faire il faudrait énormément de suivre énormément de personnes. Il faut faire un protocole en double aveugle, ce qui est juste impossible. Enfin, il y a des problèmes méthodologiques. La science quelque part se fait prendre à son propre jeu, c'est-à-dire que pour démontrer scientifiquement quelque chose qui est tout à fait plausible, mais qui n'est pas prouvé, ça reste une théorie, eh bien, de toute façon, on n'y arrivera pas simplement en suivant des protocoles scientifiques, robustes, statistiquement fiables, etc., etc. Bon, voilà. Alors, tout ce que je voulais dire, simplement, pour être prudent quand même, je ne veux pas m'emballer non plus, je persiste à dire que le régime cétogène, ça peut être intéressant, visiblement, pour certains. Bon, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde en fasse un. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que à ce stade, tout ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, il semblerait, conditionnel, que le régime cétogène, dans mon cas particulier, c'est-à-dire d'une personne avec des grosses problématiques de cancer du côlon, mais qui surtout sur les problématiques d'apparition de polypes, potentiellement cancéreux plus tard, il semblerait que le régime cétogène préviennent l'apparition de polypes potentiellement cancéreux. Voilà. Je tiens à être vraiment très prudent dans mon discours, pas tomber dans la grandiloquence et dire ça y est, j'ai trouvé le remède pour guérir ou prévenir tous les cancers. Loin s'en faut, il semblerait quand même que, de mes recherches à moi, que tous les cancers ne réagissent pas pareil à ce type de régime, que les cancers, on va dire, métaboliques, donc typiquement pancréas, côlon, etc. Je pense effectivement toute la sphère digestive, mais vivement aussi le cancer du cerveau, réagissent bien. Il semblerait qu'après, tout ce qui est hormonodépendant, je pense notamment ovaires, testicules, cancer du sein, ça se marche peut-être un peu différemment. Et voilà, donc faudrait être assez prudent de ce point de vue-là. Il y a des cancers qui visiblement sont beaucoup plus génétiques, d'autres qui sembleraient être plus métaboliques. Donc voilà.
C'est en tout cas beaucoup moins simple que ce que certains voudraient présenter, mais ça, il faudra que je l'aborde dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie à tous. Je tiens à remercier aussi les quelques personnes qui me suivent. Ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ça me tient à cœur de les remercier parce que c'est aussi parce que vous êtes là que je continue à faire ces vidéos qui me permettent de témoigner et de garder une trace aussi de ce que je fais. Ça m'encourage aussi à poursuivre. J'ai l'impression que je le fais pas que pour moi, mais aussi pour aider d'autres personnes, et ça me fait très plaisir. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous remercie tous en tout cas.